Ouais. L'Afrique est en train de rester un champ du monde, au lieu d'être les marchés du monde. Mais lorsque c'est déjà plus de 60% fabriqué par des produits africains, je peux dire que c'est Made in Africa. Alors, dans ce premier épisode, nous allons essayer de comprendre de quoi on parle exactement quand on parle du Made in Africa. Mais avant cela, vous pouvez essayer de vous présenter et de dire un peu ce que vous faites dans la vie par rapport au sujet que nous abordons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, c'est Gaston Badessire. Je suis économiste de formation. Je finis en économie, spécialement en économie monétaire à l'Université de Goma. Okay. Et dans la carrière, je fais pas mal de choses. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'architecture. Je suis aussi entrepreneur dans des centres de formation et de recherche. Okay. Je suis aussi enseignant et je suis humanitaire. Donc, en gros, je peux parler de ces 4 aspects. Une carrière bien remplie. Un peu. Ok. Alors, pour essayer de comprendre c'est quoi le Made in Africa aujourd'hui à Goma, alors vous pouvez nous dire selon vous, qu'est-ce que vous entendez par Made in Africa? C'est quoi exactement un produit Made in Africa? En fait, un produit Made in Africa, vous allez constater que dans ma réflexion d'aujourd'hui, je serai beaucoup plus économiste. Et quand je dis je serai beaucoup plus économiste, ce n'est pas à dire que je laisse les aspects culturels ou l'aspect artistique, technologique un peu de côté. Mais quand je dis Made in Africa, c'est un produit qui est à plus de 50% fabriqué sur base de produits africains. Donc on peut avoir un produit qui a été fabriqué à l'aide de produits venant de la Chine ou de l'Europe. Mais lorsque c'est déjà plus de 60% fabriqué par des produits africains, je peux dire que c'est Made in Africa. Un peu économiquement, on parle d'un produit qui a une grande valeur ajoutée venant de l'Afrique. Okay. Alors, si je comprends bien, alors, selon vos propos, c'est quoi la différence entre transformer, produire et assembler? Bon, je pense, à un certain moment, on peut croire que c'est la même chose, mais on transforme ce qui existe, on assemble aussi ce qui existe et on produit de nouveau. C'est comme un peu ce qui serait un élément de différence pour ce concept, ce serait innover. Innover, c'est un peu strictement différent de ces 3 concepts, bien que là aussi, lorsqu'on fait le recyclage, on peut se permettre de dire qu'on est en train d'innover. Voilà. Donc, transformer pour moi, c'est transformer quelque chose qui a un jour été produit, ensembler. C'est mettre ensemble des histoires qui ont été produites et produire, c'est quand même commencer à nouveau, se créer ou se innover. Et c'est là vous, par rapport au talent Made in Africa, qu'est-ce qui entre en jeu parmi ces 3 concepts régulièrement sur le terrain? Sur le terrain, je pense que tous les concepts entrent en jeu. Si on peut hiérarchiser, je crois que le Made in Africa, à 40% sont des productions. Je vais m'expliquer un peu dans quelques minutes. Et les autres parties, c'est la transformation et l'assemblage. Alors, je pense que déjà, à partir de cela, on commence un peu à comprendre de quoi on parle exactement quand il s'agit des produits Made in Africa. Et selon vos dires, il s'agit d'un produit qui est à 60% déjà. Au minimum, 60% constitué sur base des produits africains. Alors, ma deuxième question, c'est que aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec les Made in Africa réellement? Où est-ce que nous, dans le contexte exact des Made in Africa? Avec les contextes exacts actuellement, en regardant même le sujet, j'ai trouvé que l'Afrique est mise au singulier. Pourtant, moi, je ne conçois plus l'Afrique comme un mot singulier. Je pense qu'il y a plusieurs Afriques. Et quand on parle de produits Made in Africa, je suis en train de me poser des questions. C'est quelle Afrique? On parle de quelle Afrique? Parce que si l'Afrique est considérée comme un continent, là, je vais rester dans le même angle d'idée. Mais comme mode de vie, je pense qu'il y a plusieurs Afriques actuellement. Alors, où sommes-nous avec les produits Made in Africa? Je pense que comparativement aux années 2024, pour être un peu récent, et avec des statistiques, je pense qu'on est sur une bonne lancée. La pente est positive. Il y a déjà certaines innovations où vous trouvez que les gens commencent à produire africain. Et si vous essayez un peu maintenant d'aller dans les big data pour voir
qui parle du Made in Africa? Je pense que ces 3 dernières années, les jeunes parlent beaucoup de consommation local. Les jeunes parlent beaucoup plus, il y a des conférences, il y a des thématiques qui se développent, où il y a une forme de sensibilisation sur la consommation de produits locaux, des produits locaux. Et ce qui me dit que actuellement, je pense que nous sommes sur une bonne tendance, bien que quelque part, il faut qu'on réfléchisse maintenant sur d'autres aspects qui accompagneraient cette sensibilisation, cette campagne. À un certain moment, il y a la sensibilisation. À un autre niveau, il y a maintenant la production. Il y a des pays, il y a des régions dans lesquelles vous allez trouver quand même, il y a des produits made in Africa. Selon ce que vous venez de dire par rapport à la réflexion, moi, je me demande, la plupart des fois, quand on parle des produits made in Africa, c'est que, par exemple, dans la mode, vous pouvez, quand quelqu'un importe le tissu, puis il fait la confection des habits localement. Parce qu'on parle encore des made in Africa où c'est un produit un peu sous-entendu made in Africa. Voilà, c'est pourquoi je me suis protégé avec les 60%. Prenons l'exemple d'un tissu, un pagne qui vient de la Chine et que vous construisez des habits où vous amenez chez des tailleurs et ils font un style d'habillement qui ressemble au style africain. Pourrions-nous dire que c'est le Made in Africa? Je ne pense pas. Et c'est ça le mal de l'Afrique actuellement. L'Afrique est en train de rester un champ du monde au lieu d'être le marché du monde. C'est pourquoi quand je dis 60%, je me suis dit, c'est lorsqu'on a les produits des bases, la matière première constituant du produit, des bases sans laquelle le produit n'aurait pas existé. Et puis on peut entourer avec de petits éléments venant d'Europe ou de l'Amérique. Je donne, pour être concret, un habit cousu en Afrique serait un produit africain lorsque le VA, on a créé le VA en Afrique, on a trouvé tout ce qui peut nous permettre de faire les tissus, soit ce sont des moutons ou de la laine vient de l'Afrique, on confectionne la laine, mais parce qu'on n'a pas d'aiguilles, on amène l'aiguille de la Chine, on met sur la machine à coudre et la capacité intellectuelle ou le capital humain reste africain. Alors là, on peut dire que c'est un produit africain. Mais si les tissus viennent de l'Europe pour entrer en Afrique, pour donner aux tailleurs, ce produit n'est pas made in Africa. Bien que les modèles peuvent être africains, mais le produit n'est pas vraiment africain, économiquement parlant. Et quand, à ce sujet, je suis bien d'accord avec vous. Et dans les cas où un produit est bien conçu en Afrique, mais il est fabriqué en dehors de l'Afrique. Et dans ce cas aussi, on peut parler d'un produit made in Africa. Ça dépend de la valeur ajoutée. Je suis fan des chiffres. Si ma conception est achetée aux États-Unis pour $20 et que le produit qui découlera de ma conception est vendu en Afrique à $40, ce produit n'est plus presque africain. Ça dépend. Il est importé. Il est importé. Bien que les droits d'auteur, d'ailleurs même dans cet exemple, le droit d'auteur n'existait pas. Donc, j'accepte que l'on peut aussi concevoir une histoire en Afrique, mais parce qu'on n'a pas tous les matériaux possibles, on part en Europe pour le faire, on le ramène en Afrique. Ça, c'est un produit made in Afrique. Quand je dis made in Africa, je ne parle pas de l'espace dans lequel on a construit l'usine. Je parle des constituants du produit. Parce que le Japon, par exemple, a des usines aux États-Unis et on sait que Toyota vient, par exemple, de l'Asie, bien que c'est fabriqué. Donc, voilà. Ma prochaine question, c'est par rapport aux industries créatives. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler en matière des industries créatives, est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'un film made in Africa ou par exemple d'un logiciel made in Africa? Oui, je crois qu'on peut parler de ça dans l'industrie créative. Je pense qu'il y a des films que les Africains inventent ou jouent. Et là, encore culturellement, là, si on quittait un peu le corps d'économiste, on revient au niveau culturel. Lorsque les films parlent de l'Afrique, lorsque le storytelling est en train de vendre positivement l'Afrique, lorsque les acteurs sont africains majoritairement, n'est-ce pas? Lorsque dans les films on vend l'espace africain, je pense qu'on peut dire que c'est une création africaine.
Oui, parce que je me dis parfois que il y a des produits qui se disent made in Africa, mais dans leur âme, donc quand on essaie un peu de décortiquer, Déjauger les produits, vous trouvez que n'a ce n'est rien. pas vraiment, ça n'a rien Ouais. d'Afrique. Par exemple, on peut fabriquer, partons dans l'exemple des cinémas, on peut jouer un film avec des acteurs africains, un réalisateur africain produit en Afrique, mais l'histoire qui est jouée, ça ne parle à aucun Africain. Là, on ne peut pas vraiment se vanter que c'est made in Africa. Je crois qu'il y a un sens. Actuellement, on parle il y a un concept, le storytelling, ça vend un produit déjà. Et puis, si on part très loin au-delà du storytelling, c'est les soft power du produit. Quel est le pouvoir incarné du produit? Qui séduit, la séduction, etc. Wow. On va regarder maintenant qui sont en train de consommer et on le fait pour le bien de qui? Qui en bénéficie davantage? Et là, on peut avoir un jugement objectif d'un produit made in Africa ou out of Africa. Alors, pour finaliser ce premier épisode de notre conversation, ma dernière question, c'est que je veux savoir, est-ce que les made in Africa, ça représente quoi aujourd'hui? C'est une tendance ou juste un label ou c'est un mouvement ou bien sûr un modèle économique qui est en train de se former? Je crois que ça dépend de ceux qui regardent et je dirais que ça représente le tout. C'est une tendance. Lorsque vous voyez par exemple dans notre milieu, la jeunesse actuelle de Goma ou de l'Est a tendance à consommer local. Et quand je dis local, je dis l'Afrique continent. Vous allez voir des gens qui portent des boubous venant du Burkina ou de l'Afrique de l'Ouest. Et dans des mariages, vous allez voir des gens qui commencent à porter tout ce qui vient du Nigeria. Et là, on peut dire qu'on est en train de consommer. C'est une tendance parce que aux yeux du monde, ça vous fait monter des classes et ça vous fait passer d'une classe inférieure, on croirait, à une classe supérieure. Et c'est bon, l'Afrique en bénéficie. Vous avez dit que c'est économiquement, oui, il y a déjà des modèles. Quand je dis qu'il y a déjà des pourparlers, il y a des conférences, il y a des gens qui se mettent ensemble pour commencer à imaginer comment faire de l'Afrique le marché et non plus le champ du monde. J'ai dit qu'économiquement, il y a aussi des initiatives, il y a des zones économiques qui sont créées aussi pour la promotion de tout ce qu'on a en Afrique. Vous avez parlé d'une tendance, vous avez parlé d'un modèle économique et encore, vous avez parlé de quoi encore? Un mouvement. Un mouvement, oui, il y a aussi un mouvement. Il y a un mouvement et c'est un peu lié à la spiritualité. C'est là que lorsqu'on va approfondir peut-être un jour le sujet, on va comprendre les liens entre la spiritualité et le Made in Africa. À Goma et partout ailleurs, vous allez voir, il y a des gens qui commencent à croire à des spiritualités africaines et leur façon de s'habiller. Vous allez trouver dedans une tendance de s'habiller avec tout ce qui est 100% africain. Et tout ça, on peut voir comment capitaliser toutes ces influences et pour faire le Made in Africa d'excellence. Alors, un petit exercice avant de clore ces chapitres de notre discussion. Imaginez que vous voulez transmettre à vos descendants dans le futur un message par rapport à notre discussion de tout à l'heure. Que pouvez-vous leur dire? Oui, s'ils peuvent croire à mon expérience, s'ils peuvent comprendre que moi j'ai vécu avant eux, s'ils peuvent croire que j'ai fait des statistiques, je peux leur dire que la richesse ne vient jamais de l'intérieur. La richesse vient de l'extérieur quand vous amenez quelque chose à l'extérieur. C'est pourquoi ils peuvent aussi croire que Dieu a créé le monde et tout ce qu'on a dans les sous-sols, il n'y a pas de meilleure qualité en Europe qu'ici. Ils peuvent transformer ce qu'on a, amener à l'extérieur et on va construire l'Afrique. On a des beurres de qualité, on a l'huile de meilleure qualité, etc. qu'on peut transformer. Et ça, c'est depuis les années 1700 qu'on le dit et je ne sais pas pourquoi on ne comprend pas. On doit se spécialiser. On doit se spécialiser dans ce qu'on a en abondance et aller acheter ce qu'on a, ce qu'on n'a pas en abondance. C'est tout ce que je peux leur dire. Une sorte de complémentarité. Voilà. D'accord. Alors, c'est tout pour ces chapitres et on va passer maintenant à une autre étape de notre conversation.